Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Dans l'activité récente du monde judiciaire, on observe que les condamnés sont condamnés plus lourdement et que les détenus sont moins facilement relâchés, ce qui crée des difficultés dans le milieu carcéral. Et c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve après notre générique. Pour évoquer la situation du milieu carcéral et les moyens de faire avancer les choses, d'améliorer la situation des détenus, j'ai invité deux experts, deux spécialistes, en la personne de Juliette Béguin. Vous êtes criminologue de formation et vous êtes la coordinatrice ou une des coordinatrices du service laïque d'aide aux justiciables. J'ai aussi invité le professeur Jean-Claude de Potter, professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui est un expert en matière de milieu carcéral. Je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, en prison, la situation est très différente de celle d'il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, les magistrats condamnent peut-être plus lourdement, plus sévèrement qu'avant. On libère aussi moins facilement les détenus après un tiers ou après la moitié de leur peine, ce qui fait qu'il y a dans le milieu de la prison de véritables difficultés, et nous le savons parce que certains gardiens ont eu des actions sociales, nous le savons, il y a aussi une terrible surpopulation pénitentiaire. Alors, que pouvez-vous faire, vous, en tant que spécialiste? Comment jugez-vous la situation et comment améliorer la situation des détenus qui sont quand même des êtres humains? Il faut bien le rappeler. Oui, et peut-être même avant ça, rappeler que l'incarcération, donc l'enfermement, est un acte d'une violence quand même très importante. Hein. C'est une violence étatique, mais c'est quand même priver des personnes de leur liberté, donc ce n'est pas rien dans des états de droit. C'est violence physique, puisque c'est quelque chose de physique, l'enfermement, mais c'est aussi, pourrait-on dire, violence psychologique, parce que le détenu vit dans un état psychologique très particulier. Le détenu et d'ailleurs tous les acteurs qui se trouvent... Oui, et même les gardiens. Voilà, les agents pénitentiaires. Les agents pénitentiaires. Voilà, c'est important. Donc c'est quelque chose qui est, dans des États démocratiques, qui est quelque chose de très sérieux, enfin, à prendre vraiment de manière très au sérieux. Et donc ce qui s'est passé au niveau de la politique, c'est qu'on n'a pas adopté une politique de ce qu'on appelle une politique réductionniste, comme certains pays comme la Finlande ont fait, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que les gens entrent le moins vite possible en prison. Et il reste le moins longtemps possible. Voilà, et que la prison soit réellement le recours ultime. Or, on constate aujourd'hui que la prison reste le noyau dur des sanctions pénales. Et c'est là qu'il y a un vrai souci, et que les mesures qui ont été prises ne sont absolument pas suffisantes, vu que la surpopulation augmente et qu'on atteint aujourd'hui des proportions assez dramatiques. Alors, rappelons bien qu'en prison, il y a deux types de détenus. Il y a des détenus qui sont condamnés à une peine par un tribunal, mais il y a aussi toute une série, peut-être un nombre très important, de détenus qui ne sont pas encore condamnés, qu'un magistrat instructeur envoie en prison pour des raisons très précises, pour que le type ne foute pas le camp, etc., ou pour qu'il n'efface pas les preuves du délit qu'il a éventuellement commis. Il y a donc des gens qui sont là, qui sont véritablement condamnés, qui savent quand ils vont sortir, ou qui peuvent savoir quand ils vont sortir, et puis il y a ces gens qui sont là provisoirement en attente d'un jugement. Alors, La situation, oui. Ce sont ce qu'on appelle donc les prévenus, oui. avec
les gens qui sont en détention préventive, qui sont quand même sont dans une proportion importante. Et le problème... Est-ce que vous pourriez la rappeler, la proportion, par rapport... Je pense que c'est plus ou moins un détenu sur 4 qui est en détention préventive. Donc c'est pour rappeler, ce sont des gens qui sont présumés innocents. Et au fait, qui ne sont pas encore condamnés, dont le dossier est à l'instruction, et qui, pour qu'on évite qu'ils s'en aillent, ou qu'ils effacent les preuves de leur délit, on les maintient en prison. Et le problème, c'est qu'il y a une loi sur la détention préventive, mais qui est appliquée de manière assez inadéquate, parce qu'on met de manière trop rapide ces gens en détention pour des faits parfois pas si graves que ça. Alors je pense que les juges, leur crainte, c'est qu'en ne les mettant pas en détention, eh bien, comme il y a beaucoup d'arriérés judiciaires, ils vont devoir donner des sanctions, éventuellement des condamnations très tard. Et donc, une de leurs solutions, c'est de les mettre en détention. Excusez-moi, en fait, nous entrons là dans le véritable problème de l'incarcération, à savoir que les prévenus sont obligés, de par l'arriéré judiciaire, sont obligés de purger une attente, en quelque sorte, pas une peine, mais en attente, et ils ne connaissent pas la durée de cette attente. Non pas seulement pour qu'ils s'échappent, mais qu'ils échappent à la justice ou qu'ils puissent communiquer, évidemment, dans l'instruction. Donc il y a, c'est certain, une période préventive indispensable. C'est d'ailleurs l'origine de la prison, la peine préventive. Oui, oui. Avant la Révolution française, la prison se limitait à ce rôle-là, c'est-à-dire l'arrestation d'un coupable, et on attendait l'exécution par guillotine, par la pendaison, par l'écartèlement, etc. Puis on a supprimé cela, et on a donc transformé la prison en une peine. Et la peine est essentiellement la privation de liberté, et doit se limiter à cela. Donc l'essentiel serait de donner à la prison un contenu, un objectif pour une libération future, qui doit arriver à un moment ou à un autre. On va y revenir à ce thème de réflexion-là, professeur de Potter, mais auparavant, nous savons bien que les tribunaux font d'abord passer les affaires, notamment les tribunaux correctionnels, font d'abord passer les affaires dans lesquelles il y a des personnes détenues. Donc les magistrats sont quand même assez attentifs à la chose, et dans l'ensemble des procès devant les tribunaux correctionnels, ce sont d'abord les procès où il y a des personnes détenues qui sont organisés et où les jugements sont rendus. Je veux dire, la magistrature est quand même attentive à ce phénomène. Mais les prévenus sont aussi de plus en plus nombreux. Oui. Oui, vous vouliez dire quelque chose. Oui, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'il faut donner des outils aux juges. Ils ont des outils qu'ils n'appliquent pas toujours, mais il faut aussi leur donner des outils, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faire en sorte que la prison ne soit plus la sanction privilégiée et primordiale. Et on voit ça avec les peines alternatives, qui ne sont pas toujours des alternatives, mais enfin qui sont d'autres façons de sanctionner, que ce sont des outils qui sont beaucoup plus performants en termes de réinsertion et en termes de gestion de la récidive. Parce qu'on est dans des outils qui fonctionnent avec l'idée d'un lien social, alors que la prison fonctionne avec tout ce qui est désocialisation. La prison va aggraver toutes les ruptures qui étaient déjà en place, rupture familiale, rupture économique, rupture professionnelle, rupture sociale. Et donc la personne qui était déjà dans une désaffiliation va subir son incarcération, et puis en sortant, va avoir de l'aide quand il y en a, mais sinon en sortant, bien, va se retrouver dans un état peut-être encore plus grave qu'avant. Et donc quand on dit que la prison est là pour protéger la société, à terme, elle aggrave l'insécurité des citoyens, et ça c'est vraiment important de le rappeler. Oui, et vous disiez, lorsqu'on a préparé l'émission, vous avez beaucoup visité les prisons, vous avez vécu et observé ce milieu, et vous disiez, mais la prison est criminogène par nature. Quelqu'un qui est envoyé en détention préventive peut apprendre de mauvais mécanismes et sortir de prison plus mauvais, entre guillemets, qu'il n'y est, ou plus armé pour pour commettre des délits qu'avant l'incarcération. Il y a donc là quelque chose d'assez contradictoire dans l'objectif de la prison, c'est que finalement on observe que pour certains individus, la prison leur apprend à faire le mal, à commettre des délits supplémentaires. Ça c'est un des effets concrets effectivement de la prison.
Mais je crois que la prison a une fonction pour la société qui est une fonction symbolique très importante, qui est de dire on gère. On gère, regardez, on a ces gros bâtiments, etc. Et dedans sont mis les gens on les met hors d'état de nuire. C'est ce qu'on essaye de faire passer, alors que franchement, les effets sont, comme on vient de le dire, quand même plus dramatiques. Alors, si on se place évidemment du point de vue de la victime, la vieille dame qui a été agressée par un jeune qui lui a volé son sac et qui lui a donné un coup de poing, et qui voit le jeune le lendemain ou le surlendemain dans la rue, le jeune qui a été arrêté par la police, sans doute entendu, et puis relâché. Alors les victimes ne comprennent pas. Je pense que vous faites une confusion, très importante. Ah, d'accord. Je pense que les victimes, ce qui intéresse les victimes, ce n'est pas une punition comme la prison, c'est une reconnaissance de ce qu'elles ont subi et que ça ne se reproduise pas. Mais si elles sont tout à fait, quand on discute avec des victimes, quand on explique le milieu carcéral, les conditions de détention, le fait qu'ils peuvent sortir encore pire, etc., les victimes sont tout à fait d'accord, à la limite, de mettre en place d'autres moyens pour que la personne ne refasse plus que ce qu'elle vient de faire. Donc il ne faut pas confondre prison, c'est souvent, et le besoin de reconnaissance de la victime. Pourtant, dans l'opinion publique, il y a quand même à l'état latent cette idée, c'est qu'il faut mettre les gens en prison pour qu'ils ne refassent pas les mêmes sottises, qu'ils ne commettent pas les mêmes délits que ceux qu'ils ont déjà faits. D'où l'importance de ces émissions, c'est de leur montrer, de leur expliquer que ce n'est pas le cas. Mais enfin, bon, c'est une idée qui est très très répandue dans l'opinion publique, cela. Avant d'aborder le caractère un petit peu salvateur de la prison, parce que c'est aussi une idée, on va en reparler, mais il y a le fait qu'on est victime, on subit un désagrément, et puis celui qui l'a commis, il vogue dans la nature et... Ce sont les différentes attentes. Et chacun peut avoir une attente différente de la prison. En fait, qu'est-ce qu'il souhaite en incarcérant les délinquants? Il souhaite le punir ou il souhaite... l'empêcher d'agir mal aussi, c'est-à-dire c'est la protection de la société. Voilà. Ou alors, comme le dit Mme Beguin, la victime veut être reconnue comme telle, mais n'insiste pas tellement d'ailleurs pour la punition. Les derniers événements, les agressions démontrent que les victimes attendent d'abord de la société un statut, une reconnaissance de leur statut de victime. Je crois que c'est essentiellement cela. Alors que veut-on faire de la prison? Protéger la société, punir, condamner, attendre la rédemption, ou bien donner à la prison un nouveau contenu pour une préparation de la libération. Ça, c'est aussi la réadaptation sociale. Plus personne n'y croit beaucoup, à cette réadaptation sociale. La capacité à réinsérer quelqu'un qui n'a pas nécessairement été inséré préalablement, est-ce possible? Et quel contenu devons-nous donner alors à la prison? Alors, une chose est, vous l'avez dit l'un et l'autre lorsque nous avons préparé l'émission, c'est qu'on peut construire des cellules supplémentaires, ça va pas. On peut construire des prisons supplémentaires, demander aux ministres de la Justice successifs de faire des efforts, ça va pas, m'avez-vous dit, régler le problème. Plus on construit de cellules, et plus finalement on les remplit. Ça, c'est un fait certain. C'est une observation que vous avez faite au cours de vos études. Oui, ce sont des études internationales qui démontrent ce phénomène-là. Donc, il s'agit d'avoir moins recours à la détention. Donc, on en revient à ça et faire en sorte que les gens sortent aussi plus facilement. Nous avons eu en Belgique des affaires dramatiques qui n'ont pas non plus facilité ce genre de prise de position politique dans le sens où, comme il y a un amalgame qui est fait, malheureusement avec des faits très très graves, et le fait que le profil de la population carcérale n'est pas du tout un profil comme Marc Dutroux ou des gens pareils. Ce sont des gens qui sont socio-économiquement défavorisés. Ça, c'est le profil moyen. Ce sont souvent des analphabètes aussi. Ce sont des gens qui ont très peu de formation, qui sont souvent analphabètes et qui donc, dans la société normale, se trouvent déjà en mauvaise situation. C'est peut-être pour ça que ces personnes-là se retrouvent plus facilement en prison. C'est-à-dire, souvent sont analphabètes, je ne crois pas que ce soit exact, mais dire qu'il y a une proportion d'analphabétisme... Beaucoup plus grande. Plus grande, oui.
Beaucoup de détenus sont à un stade d'analphabétisme pratique. Une lecture difficile, une lecture... Un rejet peut-être aussi pour la lecture. Peut-être un rejet de l'apprentissage classique éventuellement, mais c'est une incompétence sociale dans la lecture, dans la compréhension des difficultés sociales, dans l'administration. Comment remplir un dossier, comment remplir un document, comment lire un plan de ville, comment prendre connaissance des horaires de chemin de fer, etc. Or, ce sont des aptitudes sociales fondamentales pour trouver un emploi, pour pouvoir se débrouiller, pour créer une famille. Tout cela constitue des éléments essentiels d'une insertion, d'une intégration sociale. Beaucoup de détenus ne possèdent pas ces aptitudes psychosociales ou socioculturelles. Donc là, il y a un pourcentage important. Et donc peut-être une action à mener en ce sens. Donc, le détenu est en prison, il est puni. Pour certains, la prison est conçue comme une punition, on va lui en faire un peu baver parce qu'il a commis des fautes, mais d'autres pensent que la prison peut être un moyen de réinsertion sociale. Alors que fait-on pour réinsérer socialement les personnes détenues? Quelle est la situation? Alors heureusement, il existe des services extérieurs qui ont pour mission d'apporter une aide psychologique, sociale, juridique aux détenus, gratuitement évidemment. Vous dites une aide extérieure, donc elle ne dépend pas du ministère de la Justice. Donc vous avez les services internes aux prisons, oui. qui dépendent de la justice et qui ont surtout des missions d'expertise en vue de libération ou des missions d'accueil. Et vous avez les services extérieurs qui viennent apporter l'aide pour la réinsertion concrètement. Alors, c'est très important que ce soit des services extérieurs parce que c'est la société qui entre en prison. Donc, c'est une manière de décloisonner ce milieu qui est quand même assez totalitaire et assez fermé sur lui-même. Donc, c'est une ouverture à la société. Donc, ça, ce que je parlais de lien social, ça remet aussi un lien social avec le détenu. Dans la société normale, se trouvent des gens en mauvaise situation. C'est peut-être pour ça que ces personnes-là se retrouvent plus facilement en prison. C'est-à-dire, souvent sont analphabètes, je ne crois pas que ce soit exact, mais dire qu'il y a une proportion d'analphabétisme... Beaucoup plus grande. Plus grande, oui. Beaucoup de détenus sont à un stade d'analphabétisme pratique. Une lecture difficile, une lecture... Un rejet peut-être aussi pour la lecture. Peut-être un rejet de l'apprentissage classique éventuellement, mais c'est une incompétence sociale dans la lecture, dans la compréhension des difficultés sociales, dans l'administration. Comment remplir un dossier, comment remplir un document, comment lire un plan de ville, comment prendre connaissance des horaires de chemin de fer, etc. Or, ce sont des aptitudes sociales fondamentales pour trouver un emploi, pour pouvoir se débrouiller, pour créer une famille. Tout cela constitue des éléments essentiels d'une insertion, d'une intégration sociale. Beaucoup de détenus ne possèdent pas ces aptitudes psychosociales ou socioculturelles. Donc là, il y a un pourcentage important. Et donc peut-être une action à mener en ce sens. Donc, le détenu est en prison, il est puni. Pour certains, la prison est conçue comme une punition, on va lui en faire un peu baver parce qu'il a commis des fautes, mais d'autres pensent que la prison peut être un moyen de réinsertion sociale. Alors que fait-on pour réinsérer socialement les personnes détenues? Quelle est la situation? Alors heureusement, il existe des services extérieurs qui ont pour mission d'apporter une aide psychologique, sociale, juridique aux détenus, gratuitement évidemment. Vous dites une aide extérieure, donc elle ne dépend pas du ministère de la Justice. Donc vous avez les services internes aux prisons, qui dépendent de la justice et qui ont surtout des missions d'expertise en vue de libération ou des missions d'accueil. Et vous avez les services extérieurs qui viennent apporter l'aide pour la réinsertion concrètement. Alors, c'est très important que ce soit des services extérieurs parce que c'est la société qui entre en prison. Donc, c'est une manière de décloisonner ce milieu qui est quand même assez totalitaire et assez fermé sur lui-même. Donc, c'est une ouverture à la société. Donc, ça, ce que je parlais de lien social, ça remet aussi un lien social avec le détenu.
cette ouverture est aussi bien acceptée par les autorités, ministère de la Justice, etc., directeurs de prison, que par les détenus eux-mêmes. Alors, les détenus, évidemment, sont très contents d'être accompagnés dans leurs difficultés, mais il y a un problème de moyens. C'est-à-dire que donc, cette structure est liée à la répartition des compétences entre l'État fédéral, les régions et les communautés. Et au moment Oui, rien n'est simple en Belgique du point de vue institutionnel, bien sûr. Et donc, au moment où la communauté française, par exemple, a hérité de l'aide aux personnes et donc de l'aide aux détenus, elle ne s'est pas vue octroyer un budget important pour pouvoir assumer son action. En tout cas, un budget totalement disproportionnel par rapport au budget de la justice. Donc ça, c'est aussi... Oui, et par rapport aux besoins, voilà. j'imagine. Et donc ça, c'est tout à fait des indicateurs de priorité aussi en termes de fonction de réinsertion ou de maintien de l'ordre. Donc on est au nœud du problème. Alors que fait-on pour réinsérer? Quels sont les moyens? Quelles sont les voies, les perspectives? Pour embrayer un peu sur ce que disait Mme Beguin, en fait, on est en présence d'un double pouvoir. Le pouvoir judiciaire, donc l'exécution de la peine, ça c'est le ministère de la Justice qui en est chargé, c'est le directeur de la prison, c'est tout le personnel, les agents pénitentiaires qui en sont chargés. Aujourd'hui, des tribunaux d'application des peines. Les tribunaux d'application des peines, très oui, récemment. bien sûr, bien sûr. Et alors, les services à la population ne s'arrêtent pas aux portes de la prison. Cela signifie que l'enseignement, la formation professionnelle, la culture, le sport, doivent être fournis, doivent être offerts, doivent être produits par la société, par les différents ministères des différentes communautés et régions. Donc on est en présence de pouvoirs différents et pour un directeur de prison, ça n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours facile d'avoir autant d'intervenants dans une prison, je crois, et ce n'est pas simple non plus d'y avoir accès très facilement et de pouvoir y jouer un rôle à part entière, ou à égalité en tout cas. Alors que peut-on faire? Le ministère de la communauté française essaie de promouvoir l'enseignement, la formation professionnelle via des organismes organisés dans ce but-là, l'enseignement à distance, la promotion sociale. Donc ce sont des interventions coordonnées par les services d'aide aux justiciables qui sont quelque part tout à fait l'interface entre tous ces autres services et la prison. Par exemple, les activités socio-culturelles, bien, nous sommes à même de pouvoir les mettre en place en prison, en collaboration avec les directions et les autres acteurs. Le problème étant qu'il y a un morcellement d'initiatives et de pouvoirs compétents, si je vais dire. Et donc, il n'y a pas vraiment une politique de concertation qui permette de mise vraiment, en œuvre, oui. Par exemple, on parle souvent, il y a une nouvelle loi pénitentiaire qui a été adoptée il y a peu pour conférer des droits et des devoirs aux détenus, parce qu'avant c'était régi que par l'exécutif. Et donc cette loi confère des droits, mais comment pouvoir donner ces droits dans la structure qu'est la Belgique actuellement? Alors concrètement, ces moyens de réinsertion sociale, quels sont-ils? Vous avez parlé d'enseignement. Que peut-on enseigner en prison? Quels sont les enseignements qui sont dispensés? Est-ce que ce sont des enseignements, dirions-nous, fondamentaux, des enseignements de base, ou bien peut-on pousser les choses un peu plus loin, apprentissage de métier, de formation pratique, ou même théorique? Le tout. Le tout. Le tout. C'est-à-dire qu'il y a des cours d'alphabétisation, des cours d'apprentissage scolaire. Certains détenus présentent des examens, des épreuves et obtiennent des diplômes en prison. Donc des diplômes tout à fait reconnus dans la société. On passe par le jury central ou jury central, c'est ça, absolument, par le absolument. jury central. Donc de tout niveau. Et ensuite, il existe aussi des formations professionnelles ou des pré-formations professionnelles à l'intérieur de la prison qui permettent ensuite, quand la période de détention le permet, en fin de détention, de sortir pour avoir les aspects pratiques de la formation professionnelle dans les ateliers extérieurs. Donc il existe là certainement des programmes qui sont appliqués. Mais ils se heurtent aux difficultés de la prison. Je prends un exemple. Un détenu se trouve dans une prison, disons à Arlon. Et puis la formation professionnelle qu'il souhaite, la carrosserie par exemple, ne peut pas être organisée à Arlon. Il faut qu'il soit transféré dans l'établissement où l'on peut organiser une formation en carrosserie. Ça, il peut demander son transfert. Il peut le demander. Mais est-ce que son dossier
judiciaire le permet. Ah oui, parce qu'il y a aussi la proximité du tribunal, éventuellement. Absolument. Et la famille. Et la surpopulation. Donc, la surpopulation. La famille. La proximité de la famille, bien sûr. Donc, beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs vont intervenir dans un programme de formation et donc la préparation de la libération. Donc, c'est un monde assez complexe et une grande coordination de ces différents facteurs. La pratique sportive en prison, quelle est-elle? Est-ce qu'on la favorise? Parce qu'on sait que bon, les détenus sont parfois enclins à utiliser de la drogue pour se calmer ou des calmants, des médicaments. Mais est-ce qu'on pratique le sport est-ce qu'on organise des activités sportives? Oui, certainement. Il y a de beaux exemples. Une prison a eu une équipe de volley-ball, par exemple, pendant les années 70-80, une belle équipe de volley-ball, et tous les week-ends, l'adversaire venait jouer dans la prison. Mais évidemment, ils n'ont pas pu accéder à un niveau supérieur dans le classement national parce qu'ils ne respectaient pas les échanges. C'est un exemple, il n'est pas fréquent malheureusement. Mais il existe également des collaborations avec certaines fédérations sportives comme le football pour que la Ligue de football détache des entraîneurs dans certaines prisons pour former et organiser des petites rencontres locales. Bien. Alors, et cela se passe bien. Cela se passe bien. Très bien. Mais tout le monde est content, la direction de la prison et les agents pénitentiaires et aussi les détenus, j'imagine, qui peuvent se défouler un petit peu en pratiquant une activité sportive. Dans beaucoup de disciplines sportives, peut-être pas toutes malheureusement, mais dans beaucoup de disciplines sportives, il y a le respect de l'adversaire. Ce que l'on essaie d'apprendre en prison. Et à l'étranger, en France par exemple, les rencontres sportives entre détenus et agents pénitentiaires, ces rencontres sont tout à fait fréquentes. Ah oui. Et un exemple qui m'a toujours frappé, en Angleterre, il y a quelques années, où il y a eu des révoltes dans les prisons, les détenus ont saccagé toute la prison, sauf l'infrastructure sportive. Parce que là, c'était vraiment... C'était bien indiqué que ça leur tenait à cœur. Bien sûr. Oui. Alors, quels sont les buts poursuivis dans le sport? Certains parlent de défoulement, d'autres parlent de plaisir, de satisfaction. De structuration de la personnalité, pourrait-on dire ? Structuration de la personnalité, respect de l'adversaire, tout cela certainement, mais surtout, rester en bonne condition physique, rester en bonne condition d'apparence, c'est-à-dire rester beau, rester jeune, avoir un corps présentable pour la libération, pour reconquérir le conjoint, ou pour conquérir, tout simplement. C'est donc une vertu que l'on attribue au sport, de dire, mais au moins on a un corps bien présentable, on va rester beau, on va rester jeune. On ne peut pas envisager 10 ans de tôle, permettez-moi l'expression, sans quand même une activité physique. Rester dans une cellule de 4 mètres carrés à 2 ou à 4, s'il n'y a pas cet exutoire, s'il n'y a pas cette possibilité d'exercer une activité physique, c'est sans espoir. Donc le sport, à mon sens, fait aussi partie des programmes. Alors ma dernière question, mais elle appelle une réponse extrêmement rapide. Votre priorité pour améliorer la vie carcérale, Juliette Béguin? Faire comprendre à la société qu'on ne traite pas le mal par le mal et qu'il faut absolument trouver des solutions beaucoup plus constructives pour tout le monde et aussi pour la société. Et c'est les politiques qui doivent avoir le courage de le faire. Eh bien, merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.